Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un entretien. Un entretien qui peut-être, on va s'autoriser peut-être de laisser les questions venir et puis les réponses venir, un peu nous choisir, si ça te va, un peu de manière spontanée. Moi j'ai rien préparé, mais je vais laisser venir les choses comme elles viennent. Mhm. Euh, alors je suis content de te rencontrer parce qu'en fait, Marc, il y en a beaucoup qui le savent parce qu'on a déjà partagé avec pas mal de personnes, mais fait partie des mentors scientifiques qui quelque part nous inspire depuis des années, hein, et c'est pas juste pour cirer les pompes, c'est parce que c'est une réalité. Euh, et donc je vais déjà commencer par présenter Marc pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il y en a sûrement, hein, même si on a parlé beaucoup de toi depuis déjà des mois. Je vais te présenter un petit peu avec les présentations qu'on trouve régulièrement sur tes parutions, notamment tes deux derniers ouvrages qui sont sortis chez Dangle, L'eau et la Oui. physique quantique, et puis le deuxième qui s'appelle L'eau morphogénique et qui parle d'une révolution de la médecine et de la biologie à travers justement le rôle de l'eau, je dirais, au quotidien. Tu vas nous en parler tout à l'heure peut-être. Alors, Marc est ingénieur chimiste, hein, tu es ingénieur chimiste, docteur S-Sciences, habilité à diriger des recherches et professeur d'université dispensant un enseignement sur la chimie, la science des matériaux, la physique quantique, je pense qu'on va en parler un peu aujourd'hui, Mhm. et la symétrie moléculaire et cristalline. Donc voilà un petit peu, je dirais que Alors c'est... ça, c'est le passé, puisque maintenant je suis à la retraite. Ah d'accord, ok. Donc je garde des activités de recherche, Ouais. qu'on appelle l'éméritat. Mais par contre, j'ai plus d'enseignement à faire. Ah, tu vois, je l'apprends, je ne savais Voilà. pas. Donc, Mais j'ai enseigné ça pendant 27 ans. alors j'ai envie un petit peu de partir d'une question euh, qui est au-delà de ce personnage, je dirais là, qui est Marc. Quelle est ta nature? De quoi es-tu composé au-delà du personnage? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Parce qu'il y a des gens que ça intéresse, tu vois? Ah, c'est une bonne question. Alors tout dépend si on doit parler matière ou lumière. Eh ben vas-y, Si on veut, lance-toi. Ouais. si on veut parler matière, je suis fait à 96% d'eau en nombre de molécules. Hmm. Si on veut parler lumière, je suis fait à 89% de vide. D'accord. Donc, tout dépend le regard qu'on porte sur la, sur la personne ou sur l'objet, puisque c'est vrai aussi de toute matière vivante. On est en général fait soit d'eau, en très grande majorité, soit de vide, qui est encore plus de vide dans la matière que de matière elle-même. C'est ce que nous a appris la physique moderne. Tout à fait. Alors les gens, en fait, tu sais, leur quotidien, ils savent ce que c'est que la matière, ils vivent ça au quotidien, ils vivent des moments de plaisir, de souffrance, etc. Ils sont entourés de biens matériels, hein, il y en a là derrière nous, par exemple. Mais par Alors, contre, le vide... Ouais, vas-y. je ne pense pas qu'ils savent ce que c'est que la matière, parce que Ah, personne ne sait vas-y. ce que c'est. Alors Par dis-nous. contre, Ouais. ils l'ont expérimenté. Mhm. On expérimente la matière, ça c'est clair. Mhm. Maintenant, savoir ce que c'est autre chose Ouais, que de vas-y, dis-nous. l'expérimenter. Et c'est là où les physiciens sont toujours en train de chercher ce qu'est la matière. Donc, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on l'expérimente, oui. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde les physiciens, tu nous diras un petit peu ton retour peut-être là-dessus, mais en fait, on n'a jamais vraiment vu une particule, hein, on voit ses traces, et donc la Ben physique oui. travaille sur des traces. Mais on n'a pas vu d'atome non plus, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Heisenberg qui l'a très bien dit. Il n'y a pas d'atome, il n'y a pas d'électron. En fait, il y a que des lumières, des fréquences qui émettent un atome, ce qu'on appelle la spectroscopie atomique. Hmm. Quand on veut savoir si un atome est là, eh ben on cherche une vibration caractéristique de cet atome, parce qu'il n'y a pas moyen de le voir. Ça, c'est la physique quantique qui nous l'a appris. D'accord, ok. Et si on avait je dirais, peut-être éclairé le vide quantique, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Parce que ça, c'est un peu le grand mystère, même si on a des choses à C'est ça dire, le hein. problème. C'est que si on éclaire le vide, on ne voit plus le vide. On voit quelque Ouais. chose qui est modifié par la lumière qu'on met pour voir. Et ça, c'est une autre chose qu'a introduit la physique quantique, c'est qu'on ne voit jamais le monde tel qu'il est. On voit toujours le monde tel qu'il est, compte tenu de ce qu'on met à côté de l'observateur, donc, et en particulier la lumière, puisque l'être humain, s'il n'a pas de lumière, ben, il ne voit rien, hein.
C'est ça, tout à fait, oui, ça me parle, tout à fait. Aujourd'hui, on a peut-être un mouvement qui se produit au niveau de la physique quantique, et tu en parles régulièrement, qui est un mouvement qui commence à intégrer la conscience, peut-être, dans la façon de percevoir le réel, de concevoir peut-être des lois mathématiques, peut-être de percevoir ou de concevoir les équations de physique ou de mathématiques. Toi, dans ton vécu de scientifique, comment tu intègres la conscience, peut-être dans tes partages ou à un autre degré que l'on ne connaît pas? Est-ce que tu as envie de partager là-dessus? Oui, c'est quelque chose que j'ai pas forcément travaillé au début de ma carrière. Mmh. Parce que lorsqu'on démarre une carrière scientifique, on est vraiment ancré dans la matière et dans la lumière. Mais la matière et la lumière, c'est pas la conscience. Donc ensuite, j'ai rencontré quelque chose une notion physique qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de scientifiques, qui est l'entropie. Mmh. Et cette notion, j'ai découvert, enfin j'ai compris finalement, parce que découvert c'est un bien grand mot, j'ai compris que c'était probablement la variable la plus importante de la physique. Pourquoi? Parce que derrière l'entropie, il y a l'information. Et justement, c'est là où on trouve la conscience, puisque la conscience, c'est cette capacité qu'on a à mettre du sens dans l'information. Mmh. Donc, la conscience a besoin d'information pour se manifester, et l'information en elle-même est dénuée de sens. C'est ce qu'on appelle un contexte, la conscience qui va mettre ce sens-là. Donc ça, j'ai découvert ça, j'ai compris ça il y a à peu près 5-6 ans seulement. D'accord. Donc c'est toujours un petit peu le cas. Quand on démarre en science, on a le nez dans le guidon. Et puis quand on prend de l'âge et qu'on voit l'âge de la retraite s'approcher, on commence à lever les yeux du guidon pour regarder un petit peu dans quoi on fait la course en fait. Et très souvent, le scientifique commence à s'écarter des équations, à s'écarter de ce qu'il a fait pour aller vers ce problème qui est quand même le problème numéro 1 de l'être humain, qu'est-ce que la conscience? Je pense que c'est la question que tout le monde doit se poser à un moment donné dans sa vie. Et c'est vrai que c'est une question qu'on ne peut aborder qu'avec un bagage suffisant, c'est-à-dire en ayant suffisamment vécu. Donc, une fois que j'ai pris conscience qu'il fallait comprendre la conscience, la première chose qui m'a semblé évidente, c'est que la conscience était liée à l'eau. Pourquoi? Parce que ça, c'est ma déformation de scientifique. Comme on sait qu'un corps humain, c'est 96% d'eau en nombre de molécules, il est logique de placer cette chose fondamentale qu'est la conscience en association avec le composant le plus abondant du corps. Pourquoi on irait la placer avec un composant qui est beaucoup moins abondant? Donc pour moi, j'ai tout de suite compris qu'il fallait associer conscience et eau. Et après, quand on va un petit peu en profondeur dans la physique quantique, on apprend que l'eau, c'est du vide. Et donc, ça veut dire que la conscience est en relation en fait avec le vide, essentiellement, parce qu'on est à 99% au lieu de 87%. Donc évidemment, c'est dans ce vide n'existe que parce qu'il y a de l'eau autour. Donc on a besoin à la fois de la matière eau, du vide qui a des propriétés physiques en physique quantique, et de la lumière pour pouvoir informer ce vide. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué dans le dernier chapitre de mon livre, L'eau morphogénique. D'accord. Ok, très bien. On est en train de passer peut-être petit à petit d'un paradigme à un autre, un paradigme qui nous dit que finalement la conscience dépend du cerveau ou dépend des neurones ou du corps. Peut-être est-on en train de passer à autre chose. Est-ce que tu as envie d'en discuter, qui serait peut-être un paradigme inversé, je ne sais pas trop. Il y a deux façons de voir la conscience. Celle que je refuse, c'est de dire que la conscience est une sécrétion du cerveau. Je pense que cette idée est fausse. La conscience, pour moi, est universelle. C'est une des propriétés fondamentales de l'univers, d'avoir de la conscience, de créer de l'information, comme on crée de l'entropie. Et cette information, elle nous constitue aussi, elle est mémorisée donc dans le vide quantique. Et donc, ça veut dire que la conscience dépasse largement notre corps. Donc, je suis plutôt pour les gens qui parlent de ce qu'on appelle la conscience extraneuronale. C'est-à-dire que les neurones sont là pour faire les circuits,
Mais la conscience elle-même n'est pas dans les circuits. C'est l'image du poste de télévision. C'est-à-dire que le cerveau est un téléviseur qui capte de l'information et qui la retranscrit en images. Mais c'est pas là où se trouve l'information. L'information, elle est partout dans l'univers. Et le cerveau est l'outil matériel qu'on utilise pour se connecter à cette conscience universelle et en ramener du sens. C'est un petit peu l'idée que je défends. Donc, une conscience extraneuronale non limitée au cerveau. Alors, on va peut-être entamer un sujet qui est capital, qui fait l'objet un petit peu de différents échanges que tu peux avoir toi depuis quelques années, moi de mon côté aussi, mais sous d'autres formes, hein, chacun en fonction un petit peu de son chemin et de ses origines. Je crois que c'est en 2010, tu me reprendras hein, si l'information est inexacte. Le professeur Gérald Pollack a fait une découverte qui, à mon sens, est une des découvertes du siècle. Que tu as eu l'occasion maintes fois de partager à travers différents entretiens. Est-ce que tu peux nous dire, à ta façon, peut-être sous une forme que tu choisis, quels sont un petit peu les grands tenants et aboutissants de cette découverte de Gérald Pollack? Alors, oui, bon, d'abord, j'ai préfacé l'édition française du livre de Gérald Pollack. C'est vrai. J'ai donc lu le livre. En plus, je connais très bien, moi je ne dis pas Gérald Pollack, dans l'intimité on l'appelle Jerry. Je le connais très bien, je l'ai rencontré plusieurs fois, on a sympathisé. En fait, il n'a pas découvert, il a popularisé. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant Gérald Pollack, il traînait en biologie, et ça remonte avant 1930. Il traînait en biologie un concept qu'on appelait l'eau liée. C'est-à-dire que quand vous dites que vous êtes fait d'eau, quand je vous dis on est fait de 96% de molécules d'eau, c'est pas de l'eau liquide. On le voit bien parce que quand j'agite ma main, il n'y a pas de goutte c'est pas d'eau qui sort. Pour que l'eau sorte, il faut que je transpire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en jeu un processus biochimique qui s'appelle la transpiration. Donc cette eau, on l'appelait l'eau liée. C'est-à-dire, c'est une eau que si vous voulez la voir, il faut chauffer, par exemple. Ça, c'est quelque chose que connaissent très bien les croque-morts. Quand ils font une incinération, il rentre un bonhomme entier qui fait 80 kilos, et puis on chauffe, toute l'eau s'évapore, sous forme de vapeur, et qu'est-ce qui reste? Il reste un tas de cendres, ce qui prouve bien qu'on est fait d'eau. Et c'est pour ça que cette eau, qu'on ne voit pas sous forme classique, parce que quand on fait de la chimie, on vous apprend que l'eau existe sous 3 états, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Et là, on est fait d'eau qui n'est ni gazeuse, ni solide, ni liquide. Ouais. Donc on appelait ça l'eau liée. Et puis, après 1930, il y a eu un développement énorme de la biochimie moléculaire surtout. Et au lieu de regarder l'eau, comme on le faisait avant 1930, on s'est plutôt intéressé à ce qui était autour de l'eau, c'est-à-dire les protéines et l'ADN. Et puis alors ça a été une grande catastrophe. Pourquoi? Bien parce que quand vous regardez les protéines et l'ADN, les gens ont fini par oublier que c'était dans l'eau. On ne vous parle plus d'eau. Et donc on ne vous parle plus que d'ADN, de protéines, de lipides. Bon, ok. Mais tout ça, ça baigne dans l'eau quand même. Et on a oublié ça. Et donc, c'est ce qu'a fait Gérald Pollack, en fait. Il a remis au goût du jour cette notion d'eau liée, sachant que le terme eau liée est quelque chose qui n'était pas aimé dans le passé, parce qu'on parlait d'eau libre, d'eau liée, ça semblait pas très scientifique. Donc, Gérald Pollack a simplement repris les travaux d'un scientifique qui s'appelait Giberling, qui avait déjà, qui est en fait son mentor intellectuel. Et il s'est dit, quand on regarde les propriétés thermodynamiques de cette eau biologique, c'est-à-dire la capacité calorifique, des coefficients de dilatation thermique, enfin des propriétés qu'on sait mesurer, comme ce n'est ni les propriétés du gaz, ni les propriétés du liquide, ni les propriétés de la glace, on va appeler ça le 4e état de l'eau. Et ce 4e état de l'eau, ça c'est la grande force de Jerry, c'est qu'il s'est dit, on va quand même, parce qu'on a maintenant des grands outils,
depuis les années 2000, on a des outils très performants d'étude de la matière. Il s'est dit, on va l'étudier, et il a eu cette idée de génie de mettre des microbilles de polystyrène au contact d'un polymère, et il a vu que les billes de polystyrène ne venaient pas se coller sur le polymère. Elles restaient à distance. Il y avait ce qu'on appelle une zone d'exclusion. Et cette zone d'exclusion, en anglais, ça se dit exclusion zone. Et en plus, alors ça, c'est là où il faut être anglais pour comprendre la subtilité, c'est qu'en anglais, la lettre E se dit I et la lettre Z se dit Z. Et donc, ça fait l'eau EZ. En français, ça ne veut rien dire, mais en anglais, ça fait easy water. L'eau facile. C'est ça. C'est un jeu de mots. En fait, c'est EZ water. Donc, c'est cette zone d'exclusion qui semble se former sur tous les colloïdes et qui correspondait à l'eau liée. Donc ça a été, Gérald a mis en évidence cette eau par microscopie, et puis ensuite il a étudié les propriétés de cette eau, et c'est là où il s'est aperçu que cette eau avait des propriétés tout à fait remarquables. En particulier, comme il y a deux types d'eau, une eau qui est très proche de la zone d'exclusion et puis l'eau qui n'est pas dans la zone d'exclusion, si vous mettez deux électrodes, une qui trempe dans la zone d'exclusion et l'autre qui trempe en dehors de la zone d'exclusion, vous avez une différence de potentiel. Et donc, vous pouvez allumer une lampe. Il y a une source d'énergie. Alors ça, c'était très surprenant. Parce que d'où vient l'énergie pour éclairer une lampe quand on met deux électrodes dans l'eau? Et ça a été un petit coup du hasard. C'est qu'il y a un étudiant qui, un jour, a fait une erreur dans sa manip. Il a utilisé une lampe infrarouge pour chauffer l'eau. Et puis, il a laissé la lampe infrarouge allumée la nuit au lieu de l'éteindre. Et ce qui s'est passé, c'est quand il revient le lendemain et que la lampe infrarouge avait irradié l'eau qui contenait le polymère pendant toute la nuit, il a vu que la zone d'exclusion avait considérablement augmenté. Et quand il a coupé la lumière infrarouge, la zone d'exclusion s'est diminuée, a diminué. Et donc après, Gérald et son étudiant ont pu montrer que cette énergie vient en fait des infrarouges. Cette gamme, cette bande de fréquence qu'on appelle l'infrarouge, est ce qui permet au domaine de cohérence de se manifester. Et c'est aussi, on le voit très bien en médecine, on a ce qu'on appelle les infrarouges longs, qui sont des moyens de guérir, pas de guérir, mais de soulager des douleurs, de faire des tas de choses. On a des céramiques qui émettent de l'infrarouge. Et chaque fois qu'on émet de l'infrarouge, eh bien, on excite les domaines de cohérence dans notre corps. Ce sont les infrarouges qui interagissent avec l'eau pour créer cette zone d'exclusion. Et à partir du moment où les infrarouges amènent de l'énergie, puisque c'est de la lumière, et c'est cette énergie qu'on peut transformer par un colloïde en énergie électrique. Voilà, et il appelait ça le quatrième état de l'eau, ou easy water. Qu'est-ce qui permettrait, par exemple, au vide de communiquer donc avec l'eau? Donc tu parles effectivement des domaines de cohérence. On peut peut-être un petit peu peut-être détailler le sujet parce que les gens comprennent peut-être mieux en fait comment ils dialoguent avec l'invisible finalement. Moi j'appelle ça. C'est pour ça que j'ai créé, moi je n'aime pas le terme easy water de Gérald Pollack parce que ce n'est compréhensible qu'en anglais. En français, si je vous dis easy water, eau easy, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai appelé ça l'eau morphogénique. Donc je donne, parce que déjà, je ne veux pas appeler ça l'eau vapeur, l'eau liquide ou la glace, parce que ça n'a pas les propriétés de ces phases-là. Je ne veux pas non plus l'appeler le quatrième état de l'eau, parce que s'il y a un quatrième, pourquoi pas un cinquième, pourquoi pas un sixième. Donc je préfère parler d'eau morphogénique, parce que j'ai une observation qui m'a toujours frappé, c'est la forme. Alors ça, la forme, c'est un vieux sujet, ça remonte à Aristote. On est fasciné par la forme des choses. Et c'est quelque chose que j'ai compris dans mon laboratoire de chimie, c'est qu'on a ce qu'on appelle des étuves ou des fours. Et qu'est-ce qui se passe quand vous prenez une matière, que vous la placez à l'étuve ou au four? Vous retirez l'eau. Et la conséquence de retirer l'eau, c'est que vous perdez la forme. Vous récupérez un tas de poudre. C'est-à-dire, on voit donc, ça donne l'idée que l'eau qui était là donnait la forme. Et c'est là où j'ai fait... J'aime bien étudier un peu les langues anciennes. Donc, comme en France, on est de culture gréco-latine, je suis allé chercher le mot morphos,
qui est la forme en grec, et le mot génos, qui est généré. Donc, l'eau morphogénique, c'est l'eau qui génère la forme. Donc, c'est celle qui va se mettre au contact de quelque chose pour lui donner une forme. Et c'est là où c'est encore plus intéressant, c'est quand on parle d'eau morphogénique qui donne une forme, on trouve évidemment que cette forme, elle est dépendante de l'information qu'on a mis dans l'eau. C'est-à-dire l'eau a de l'information et cette information permet de donner de la forme. Et c'est pour ça que quand vous retirez l'eau, il n'y a plus de forme. Voilà, donc ça, c'est l'eau morphogénique ou la Easy Water de Gérald Pollack. Et cette eau morphogénique, eh bien, il faut comprendre ses propriétés. Il y a une nouvelle de Sherlock Holmes, je crois qu'il s'appelle, où on cache une lettre. Sherlock Holmes nous apprend que la meilleure cachette, c'est que tout le monde la voit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on veut cacher quelque chose, le mieux, c'est de le mettre pleinement en évidence. Et on a exactement le même problème avec l'eau morphogénique. C'est-à-dire, finalement, c'est ce que vous voyez. Moi, je suis de l'eau morphogénique. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est de l'eau. Et c'est ça l'idée, que dès que l'eau est en contact avec quelque chose, et ça, on le sait aujourd'hui, grâce aux aquariums, on sait très bien que si vous retirez le gaz qui est dissous dans l'eau, ben les petits poissons, ils meurent. Les petits poissons, ils ont besoin d'avoir de l'oxygène, de l'air dans l'eau. Ça veut dire que l'eau que vous considérez comme liquide n'est pas en fait une eau liquide, c'est une eau morphogénique, puisqu'elle a des bulles de gaz et que ces bulles de gaz vont permettre de créer cette eau morphogénique qui va permettre de donner de l'information, des domaines de cohérence. D'accord, ok, je vois. Aujourd'hui, on est peut-être à l'aube, si déjà pas engagé, d'une révolution que tu cites en matière biologique, médicale, basée sur ces travaux-là. Nous, on en parle plutôt sur, comme tu as pu lire dans l'ouvrage que tu as préfacé, plutôt sur des domaines plutôt d'accompagnement thérapeutique, hein, ce qui fait l'objet d'un programme qu'on propose, nous, chez Conversation Papillon, qui s'appelle Vibrer une vie limitée. On fait des liens entre l'eau et la conscience, hein, à notre façon, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu perçois un petit peu la révolution à venir à travers les travaux que tu viens de nous citer? Parce que les gens, là, ils essayent de capter un petit peu, je dirais, le message que tu portes, mais dans leur quotidien, qu'est-ce que ça peut changer? Alors, tu l'as très bien dit, hein. Déjà, ça permet de comprendre qu'il y a un lien étroit entre l'eau et la conscience. Donc ça veut dire que si on travaille sur l'eau, on travaille sur sa conscience. Si on travaille sur sa conscience, on travaille sur l'eau. C'est révolutionnaire. Ah, c'est clair. Donc déjà, ça c'est énorme. Mais le problème, c'est que la conscience, c'est un petit peu trop spécifique de l'être humain. Et comme je l'ai dit, la conscience, pour moi, elle est universelle. Elle est partout. Nous, on capte certaines choses, mais tout être vivant est capable de capter la conscience. On n'a pas besoin de cerveau ni de neurones pour ça. Il y a d'autres êtres vivants sur cette planète, les bactéries, les plantes, qui sont capables, elles aussi, de capter cette conscience universelle, alors de façon évidemment peut-être beaucoup moins efficace que nous. Mais par contre, elles ont un avantage, ces formes de vie qui ne sont pas humaines, c'est qu'elles ne savent pas mentir. Parce que nous, on a un cerveau. Et c'est ça le gros problème, c'est que le cerveau, c'est le menteur par excellence. Le cerveau n'arrête pas de mentir, on le sait très bien, parce que sa capacité de traitement de l'information est très limitée. Et donc, quand l'information arrive trop vite, qu'est-ce qui se passe? Il bouche les blancs, avec des choses qu'il invente. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les prestigitateurs. Les prestigitateurs, eux, sont très au courant de ça, que le cerveau hache l'information, et puis il complète avec des trucs. Enfin, il fait une interpolation pour que ça ait l'impression que tout ça est continu, alors que ça l'est pas. Et c'est évidemment pendant ces trous que le prestidigitateur fait ce qu'il a à faire pour qu'à la fin, on soit complètement ébahi et on pense qu'il y a de la magie. Donc ça, les plantes, les animaux, les bactéries n'ont pas ce cerveau, donc ils ne savent pas mentir. Et comme ils ne savent pas mentir, ils sont dans ce qu'on appelle, moi j'appelle le troisième mode de raisonnement logique, qui est le mode où il n'y a que l'affirmation, on ne peut que dire que oui, le non n'existe pas. Et dans ce mode, c'est ce mode qui permet donc d'accéder aussi à la conscience universelle. Donc, cette conscience universelle, on peut la mettre en évidence
par des plantes, par des animaux. L'autre chose qu'il faut savoir, et là on va on va un peu quitter la conscience parce que c'est un sujet qui, pour beaucoup de physiciens, est très déroutant, à tel point qu'ils ne veulent même pas en entendre parler. Mm. Euh, Je si on confirme. revient plus sur le côté matériel, Mm. si on revient plus sur le côté matériel où les physiciens sont à l'aise, là on voit que forcément la conscience se manifeste par l'eau corporelle, l'eau du cerveau, l'eau du cœur, l'eau des neurones. Ou dans une plante, c'est l'eau qui est dans une couche qu'on appelle le xylème. Cette eau, donc, est une interface entre le vide quantique et l'information de conscience qui s'y trouve. Mm. Et ça veut dire qu'on peut, dans cette configuration, mettre de l'information dans l'eau. L'eau peut mémoriser l'information, et c'est là où on a un vrai problème avec les physiciens, parce que la plupart pensent que la mémoire de l'eau est une arnaque, parce qu'ils n'ont pas la vision de domaine de cohérence. Donc si vous n'avez pas cette vision de domaine de cohérence, évidemment, l'eau ne peut pas avoir d'information. Mais comme je préconise d'utiliser cette notion de domaine de cohérence, on sait qu'il y a de l'information dans l'eau. Et là, à partir du moment où elle est informée, ça devient vraiment magique. Enfin, je parle pour le monde d'après, je ne parle pas pour le monde d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je parle pour le monde d'après. Par exemple, on pourra ne plus avoir de pesticides. On informe, vous avez une attaque de pucerons, de moucherons, je ne sais pas quoi, de champignons sur une plante. Eh bien, simplement en l'arrosant avec une eau correctement informée, vous allez redonner les capacités, refaire renaître les capacités d'autodéfense de la plante. Parce que la plante, en fait, c'est tout bête. Si elle est attaquée, c'est pas parce qu'elle est attaquée par des méchants parasites, c'est qu'elle a oublié quelque chose de fondamental, c'est comment se défendre. Mm. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est remettre cette information dans l'eau. Et comme vous arrosez la plante, eh bien, la plante réapprend à se défendre. Et à ce moment-là, vous n'avez plus ces parasites. C'est-à-dire que vous pouvez dématérialiser complètement l'action antiparasitaire ou anti-fongique. Alors, pour ça, il suffit de mettre les bonnes fréquences, comme toujours, puisque c'est par l'infrarouge, les fréquences qu'on informe l'eau. Et donc ça, c'est une première révolution, c'est l'agriculture sans pesticides. Donc ce sera vraiment génial de pouvoir faire ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que moi, je travaille avec Jean Toby, qui est un pépiniériste, parce que j'ai aucune compétence en agriculture. Enfin, j'en acquiers chaque jour un peu plus, puisque je suis à la retraite. Et donc, j'ai un peu plus de temps pour m'intéresser à l'agriculture. Mais grâce à l'expérience de Jean Toby, on rajoute aussi, on informe l'eau, non pas simplement par des fréquences électromagnétiques, mais aussi par des fréquences sonores. C'est-à-dire qu'on enregistre des signaux électriques en provenance de plantes et on les réinjecte dans l'eau pour que ces signaux soient mémorisés par l'eau et ensuite on envoie ça sur une culture. Et là, on parle sur des cultures sur des centaines d'hectares, pas simplement sur une plante dans un pot. On est sur du lourd. Donc ça, c'est une des premières conséquences. L'autre conséquence, vous pourrez bientôt l'expérimenter, enfin pas l'expérimenter, mais la voir, puisqu'il va y avoir un documentaire qui va sortir ce mois-ci sur comment on soigne la malaria et le sida avec de l'eau informée en Afrique. Ah oui. Oui, parce que les Africains, ils ont un énorme problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les médicaments comme contre la malaria ou contre le sida. Donc, ce que font les gens qui ont le courage de faire ça, ils vont en Afrique et puis ils informent l'eau. Alors, on peut le faire avec de l'intention. C'est là où on retrouve la conscience. Par la conscience, et je vous expliquerai comment ça marche, on peut mettre une information dans l'eau et ensuite, cette eau informée par la conscience de guérison va effectivement permettre de voir que les maladies comme le sida ou la malaria peuvent être pas forcément guéries, mais on redonne une bonne qualité de vie aux gens qui sont atteints par ces maladies terribles. Donc, ils retrouvent une qualité de vie importante. Et pour les enfants en particulier, c'est important, parce que quand ils ont des crises de paludisme, ils ne peuvent plus aller à l'école, ils ne peuvent plus tenir en classe. Donc, quand ils sont traités à l'eau informée, ils reprennent goût à la scolarité. Ils
peuvent continuer à avoir une scolarité normale. Donc ça, c'est un documentaire, c'est un Hollandais qui a initié ça il y a une vingtaine d'années. Et le documentaire devrait sortir donc ce mois-ci, puisque c'est tellement important qu'il en a fait un documentaire pour que les gens sachent que l'eau informée, ça marche. Alors on le sait, hein, parce que en France, on a l'homéopathie, qui est ni plus ni moins que de l'eau informée. On ne découvre rien. Hein. Simplement, ça permet quand même de voir que si on arrive à lutter contre le paludisme et le sida avec simplement de l'eau, c'est que la médecine de demain sera vraiment, vraiment très différente de celle d'aujourd'hui. Et c'est-à-dire que le concept qui a été imposé par l'Institut Rockefeller en 1910, une maladie, une pilule, eh ben ça c'est terminé. On va pouvoir se débarrasser de cette notion. Donc ça, c'est encore une conséquence de l'existence des domaines de cohérence de l'eau, cette capacité de démontrer que l'eau peut avoir une mémoire, mémoriser une information, et que cette information mémorisée peut être utilisée sur des systèmes vivants, des plantes, bien sûr des bactéries, des animaux et des êtres humains. C'est pour ça que quand j'ai publié mon livre « L'eau et la physique quantique » en 2016, j'ai mis un sous-titre « Vers une révolution de la médecine », parce que je pense que quand la médecine comprendra que la mémoire de l'eau est une réalité et non pas une escroquerie, on aura une médecine extrêmement performante et surtout sans effet secondaire. Oui. Jacques Benveniste montrait déjà effectivement qu'il informait des supports, je ne sais plus de quelle forme, hein, qui faisaient œuvre un peu de médicaments, si je puis dire ça comme ça, hein, d'antidotes. Là, on peut appeler ça des médicaments numériques. Oui, c'est ça. Donc, on voyait qu'effectivement, déjà à l'époque, c'était un peu les prémices d'une médecine à venir. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais bon, on sait que quand on avance en tant que pionnier, on se ramasse des tomates régulièrement, ça fait partie du jeu. Lui, il s'est pris des grandes claques. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ouais. Mais il n'était pas le premier. Hein. Mais les autres, par contre, il faut savoir que je ne l'ai pas connu. Hein. Je n'ai pas eu cette chance. Parce que moi, j'étais en chimie, lui, il était en biologie, et qu'à l'époque, j'étais un petit peu... il y avait trop de choses à faire en chimie pour m'intéresser à la biologie. Mais par contre, j'ai bien étudié tout son travail. Et en fait, tout ça, ça vient de Russie, hein, à la base. Ce sont les scientifiques russes qui ont développé cette idée de mémoire de l'eau. Tout simplement parce que eux, ils avaient des sources. En Russie, vous avez des sources miraculeuses où on peut guérir des maladies. Et les scientifiques russes, dans les années 1920, se sont posé la question pourquoi ces eaux de source guérissent. Et c'est là où ils ont commencé à comprendre qu'il y avait de l'information. Et je sais que Jacques Benveniste a collaboré avec des scientifiques russes. Il a ramené cette idée en France et il s'est dit on va la vérifier. C'est en sens que c'était un vrai scientifique, c'est-à-dire que il a capté une idée en Russie et puis il l'a vérifiée. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où Benveniste capte cette idée, il y a le rideau de fer. C'est-à-dire que ce qui se passe en Russie, c'est du domaine de la Russie. C'est pas du domaine de l'Europe, de la civilisation occidentale. Donc, en Russie, en fait, les Russes sont beaucoup plus pragmatiques que les Européens. Du moment qu'on arrive à comprendre et qu'il y a des applications, ils n'en ont rien à foutre. Oui, je comprends. Ils utilisent. Bien et sûr. donc, on pouvait travailler en Russie sur la mémoire de l'eau sans être forcément gêné. Et puis, comme il y avait le rideau de fer, même si les gens étaient punis, pour des raisons X ou Y, ça ne se savait pas en Europe. Par contre, quand Jacques Benveniste s'est amusé à faire ça en Europe, en France, là, il s'en est pris plein la gueule. Et ça a donné l'affaire Benveniste, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des magiciens pour perturber complètement les expériences. Et comme on sait en physique quantique, si vous mettez des observateurs qui ont des mauvaises intentions, les expériences, elles ne marchent plus forcément très bien. Alors, au moins, c'est sûr. Et voilà, et donc, oui, quand il y a eu tout ce comité d'examen qui était très hostile à ces idées qui est venu, il y a eu des problèmes de reproductibilité, parce qu'il y a eu des interférences probablement au niveau de l'information mémorisée par l'eau entre ces consciences qui étaient très négatives.
Et quand vous avez une conscience qui est négative, eh ben, si vous dites ça va pas marcher, bah, la nature vous dit bah, ça marchera pas. Ok, il n'y a pas de problème. Tu veux pas que ça marche pas. Si par contre lui était plutôt dans le positif en disant ça va marcher, bah, là la nature te dit bah, tu veux que ça marche, bah, ça marche. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué la mémoire de l'eau, parce qu'il faut vraiment faire attention à son état de conscience. Alors justement, puisque tu en parles, c'est un sujet qui intéresse tous les gens au quotidien, parce qu'ils vivent des problématiques émotionnelles, des problématiques de santé. On s'est aperçu, alors je parle un peu de nos recherches, nous, de notre côté, hein, on est une communauté de praticiens de santé, plusieurs centaines de personnes, et on s'est rendu compte que finalement, quand on est dans des espaces de conscience où on laisse faire plutôt la nature œuvrer, je sais pas, je dirais, on s'abandonne à une douleur, ou on s'abandonne, je dirais, à une difficulté du moment, eh bien, il semble se passer comme une espèce d'espace qui se recrée, je dirais, dans l'espace de conscience déjà, et puis une sensation d'espace qui a des effets, je dirais, plutôt thérapeutiques, hein, c'est ce qu'on note, une sensation d'espace qui peut-être a un effet sur peut-être le lien entre les molécules, ou l'espace entre les molécules, ou sur la structure des molécules d'eau. Qu'est-ce que tu vis, toi, à ton niveau là-dessus? Est-ce que tu veux partager quelque chose? Bon, pour moi, je ne suis pas sur cette ligne-là, mais tu as le droit de l'être, hein, parce que oui, bien sûr. Moi, je prétends pas avoir raison. Mais pour moi, ce qui se passe quand on a un état de conscience, c'est qu'on modifie non pas une structure, parce qu'il n'y a pas de structure dans l'eau. On ne modifie pas non plus les molécules, parce que les molécules d'eau, c'est des molécules d'eau. Pour les modifier, il faut. C'est pas une petite énergie de la conscience qui va le faire. Non, on change l'information qui est dans les domaines de cohérence. Je comprends. Ok. Voilà, et c'est tout. On remet des zéros là où il y avait des 1, et puis des 1 là où il y avait des zéros. Et ça, c'est le rôle de la conscience de faire ça. Ce qui fait qu'une fois que l'information est reformatée, bah, le corps se retrouve la bonne façon de fonctionner. Parce que c'est une machine qui traite l'information. Donc, si vous lui mettez une mauvaise information sur vos membranes, vous aurez un dysfonctionnement. Si vous rétablissez la bonne information, celle que le corps attend sur les membranes lipidiques, vous aurez ce qu'on appelle la guérison ou une amélioration. Alors, c'est là où il faut peut-être un petit peu préciser, parce que quand on dit la conscience change l'information dans l'eau, ça peut sembler un peu magique. Oui, c'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on dit, clairement. Ouais, non, mais il y a des physiciens qui vont dire non, non, là, on est dans la magie, le vaudou. Non, non, il faudrait que les choses soient claires. À partir du moment où on travaille avec les domaines de cohérence, ça a l'avantage de mettre en œuvre les domaines de cohérence, c'est qu'on a moyen d'interagir avec ces domaines de cohérence via l'électromagnétisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de problèmes en ce moment, parce qu'on a un brouillard électromagnétique qui ne cesse de monter sur la Terre, qui est lié à l'activité Internet et de téléphonie mobile, et que ce brouillard électromagnétique interagit avec nos domaines de cohérence et brouille l'information. Et donc, il faudrait quand même que ça, c'est aussi une des choses qu'il faudra faire dans le monde d'après, c'est veiller à ce que certaines bandes de fréquences ne soient pas utilisées. Parce que ce sont des bandes de fréquences qui sont vitales pour nous. Actuellement, on irradie sur toutes les bandes de fréquences, et donc il y a des pathologies qui sont directement liées à cette irradiation. Mais peu importe. Il faut savoir que vous avez en fait 3 centres d'émission électromagnétique dans un corps humain. Par ordre d'intensité de cette émission électromagnétique, vous avez en numéro 1 le cœur, qui est l'organe qui a la plus forte émission électromagnétique. Ensuite, les intestins, qui sont la deuxième source, un peu plus faible que le cœur, et la troisième source, c'est le cerveau, qui est encore plus faible. Si on met en picotesla, le cerveau, il est du femtotesla, alors que les intestins et le cœur sont plutôt au nanotesla, ou au picotesla, pardon. Alors, ce sont des champs qui se mesurent très bien avec des appareils modernes, hein. Il faut simplement être dans des conditions où on n'a pas de perturbation par les ondes électromagnétiques externes, mais ça, on sait faire. Et on peut mettre en évidence les 3 champs électromagnétiques, cœur, cerveau, intestin. Et sachant que le plus puissant est le cœur, alors il faut savoir que le champ électromagnétique du cœur, il va jusqu'à 40-50 mètres. Hein.
Ah oui, tu vois, c'était au-delà de ce que je pensais. Ben Oui, voilà. d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous tenez un flacon d'eau en face de vous? En fait, il est en train d'être irradié par vos fréquences cardiaques. Mmh. Et c'est Mmh. ça le truc, en fait. C'est que si vous avez une pensée positive, évidemment, cette pensée positive, comme c'est une pensée, elle fait fonctionner votre métabolisme. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a des neurones qui vont s'activer, clic, clac, pouf, Mmh. pouf. Mmh. Ça crée une émission électromagnétique cardiaque qui est modulée par cette intention qui va mettre de l'information dans l'eau. Donc, il n'y a rien de magique. C'est tout à fait banal. Vous informez l'eau par votre activité cardiaque. Et j'aime bien passer par le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est un petit peu l'oublié dans, dans la science médicale. C'est-à-dire qu'on admet que c'est l'organe qui fait circuler le sang, mais si on regarde bien, il y a des théories comme quoi le sang ne circulerait pas. Donc, ce n'est pas forcément son rôle. En fait, il semblerait que le rôle du cœur, c'est plus justement de faire l'interface avec la conscience. Et on le retrouve très bien dans la littérature du Moyen-Âge, où tout passait par le cœur. Il n'y a rien par le Mmh. cerveau. Et ça va aussi bien avec le fait que le cœur ne peut pas mentir, alors que le cerveau ment tout le temps. Ah oui. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre cette activité. De plus, le cœur est à mi-chemin entre les cerveaux et les intestins. Donc c'est un petit peu l'organe de commande, quoi, celui qui règle la proportion de signal qui vient du cerveau et des intestins. Sachant que le signal des intestins, il est, lui, non calculé. C'est ce qu'on appelle l'émotionnel. C'est-à-dire que ça sort comme ça, il n'y a pas moyen de le contrôler. C'est ça. Donc, il y a le cœur qui permet de faire la balance, en fait, entre ce qui peut être incontrôlable, qui est les intestins, et ce qui est contrôlable, qui est le cerveau. Mmh. Le cœur, c'est un petit peu le curseur qui fait la balance et qui Mmh. choisit comment, quel type de fréquence on va émettre. Et c'est là où, évidemment, tous les gens qui font de la méditation, qui ont beaucoup travaillé sur eux, parce que là, il faut travailler sur ce qu'on est en intérieur et pas à l'extérieur, eh Mmh. bien, on arrive à exciter cette excitation cardiaque. Et surtout, ça je ne peux pas le prouver, mais c'est une des idées que je défends, c'est par le cœur qu'on se met en connexion avec la conscience universelle, ce qu'on appelle l'intuition. Mmh. C'est-à-dire la façon qu'on a d'acquérir de l'information sans faire aucun calcul. Simplement, on ouvre son cœur et pouf, ce qu'on a besoin arrive. Donc ça s'appelle l'intuition, c'est un mode qui est très bien connu des psychanalystes, et à mon avis, ça passe pas du tout par le cerveau, ça passe par cet organe. Donc, chaque fois que vous avez une pensée négative, eh bien, vous créez un pattern de fréquence cardiaque négative, et tout ça, ça s'imprime dans l'eau que vous avez à côté de vous. Et donc, c'est comme ça que on peut avoir des guérisons ou des améliorations en informant l'eau par une pensée. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si tu en as la conscience, mais quand on parle de l'eau, les gens, si tu veux, ont un réflexe qui est de penser à l'eau que l'on boit. Mais on a peut-être aujourd'hui un rôle à jouer et de sensibiliser les gens aussi à l'eau que l'on est. Hein, Oui. parce qu'aujourd'hui, ce paradigme, il a du mal encore un petit peu, parce qu'il est nouveau quelque part, un petit peu Il n'est je pas dirais, nouveau. C'était comme ça qu'était perçue la biologie avant 1930. oui, oui, Moi, ouais, j'ai tout à fait. acheté les livres de biologie d'avant 1930 et vous aviez 3/4 du bouquin qui était de la physique et de la chimie des colloïdes. D'accord. Ah oui. Et un quart qui est ce qu'on appelle la biochimie moléculaire. Aujourd'hui, vous achetez un livre de biologie, vous avez 4 pages sur les colloïdes, ou même pas sur les colloïdes, vous avez 4 pages sur l'eau, point final, tout le reste, c'est de la biologie moléculaire, complètement à vide. Donc, on a perdu quelque chose qu'il faut Ouais, je retrouver. comprends. Mmh. Il n'y a rien à redécouvrir, tout avait été déjà pressenti avant 1930. Mmh. Il faut juste le remettre au goût du jour et moderniser la pensée grâce à tout ce qu'on a appris depuis 1930. Mmh. Mais ça veut dire aussi remettre l'eau au centre du jeu. Mmh. Mmh. Super. C'est-à-dire que la première question que devrait poser un médecin quand il reçoit un malade ou un patient, comme il dit, c'est qu'est-ce que vous buvez? Ou êtes-vous bien hydraté? Mmh. Or, ce n'est pas la première question qu'on vous pose. Moi, je ne sais même pas si on la pose aujourd'hui. Hein, ouais, tout à fait.
Aujourd'hui, l'amour, c'est un sujet qui revient souvent. On va peut-être terminer par ça. J'aime bien terminer par ce sujet. Tu fais souvent des liens entre l'amour, l'eau, l'espace du vide quantique, etc. Tu as envie de nous dire quelque chose peut-être là-dessus ou pas? Alors, disons que c'est facile, hein, la conscience se prête assez bien à la modélisation par la physique, puisqu'on a les équations de Maxwell, de la lumière, on a la théorie des groupes. C'est assez clair de ce côté-là. L'amour, par contre, c'est beaucoup plus difficile à caser dans un cadre scientifique. Par contre, je pense que ça peut être très facilement casé dans ce que j'appelle la conscience universelle. C'est-à-dire que cette conscience qui baigne tout, qui est bien connue dans les traditions orientales, cette conscience qui baigne tout ne peut qu'aimer. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de désamour à ce niveau-là. Donc, dès qu'on cultive cette connexion qu'on peut avoir par le cœur avec cette conscience collective, donc l'intuition, donc des choses qui sont non matérielles, c'est ça la clé en fait. Il faut aller vers la non-matière. Dès qu'on cultive ça, on va forcément vers l'amour. On ne peut pas aller autrement, on ne peut pas aller ailleurs. Et si on ne va pas vers l'amour, c'est qu'on cultive d'autres choses et qu'en général, on travaille plutôt avec le cerveau plutôt qu'avec le cœur. Et ça tombe bien puisque le cœur a toujours été associé à l'amour et pas le cerveau. Moi. C'est assez logique finalement de dire que cette conscience universelle, on peut appeler ça l'amour avec un grand A. Et toute personne qui fait l'expérience de se connecter à cette conscience universelle expérimente le véritable amour. D'ailleurs, c'est peut-être la même chose. Pour moi, ça doit être du même ordre. Oui. Mais maintenant, là, on n'est plus du tout dans la science. Donc... Ah non, du tout. Non, on est dans l'hypothèse. C'est à chacun de décider si là, je prétends pas avoir raison. Ah non, du tout. C'est du vécu aussi et en même temps. C'est une interprétation du phénomène. Et c'est à chacun de voir si ça lui convient ou pas. Ok. Alors, est-ce que tu aurais un message de fin? Là, on va peut-être arriver au bout de l'entretien et du partage. Est-ce que tu aurais un message de fin aux gens qui nous regardent? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont pas au courant véritablement du rôle de l'eau et que ça peut engendrer demain dans leur vie. Là, ils en ont peut-être un aspect, un éclairage plus fort. Je sais pas, est-ce que tu as un message à leur je dirais, donner? C'est le message, il est simple. C'est que comment j'en suis arrivé où j'en suis, c'est parce qu'un jour, je me suis intéressé à l'eau. Donc, le simple fait de s'intéresser à l'eau va vous amener sur une voie où vous ne savez pas du tout où vous allez arriver. Moi, si on m'avait dit, là où parce que j'ai commencé à étudier, pas l'eau, mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau, de la chimie. Et puis, si on m'avait dit qu'au début, à la fin de ma thèse, j'allais arriver à modéliser la conscience, le vide quantique et tout ça, j'aurais jamais pu le prévoir. Mais ça, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. C'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'eau, quelle que soit la raison, que ça peut être de l'eau pour la chimie, comme moi, mais ça peut être les propriétés physiques de l'eau, ça peut être l'eau en relation avec l'information, ça peut être l'homéopathie, peu importe. Dès que vous vous intéressez à l'eau et que vous êtes sincère dans votre démarche, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert à la nouveauté, eh bien, vous allez forcément progresser vers cette conscience universelle, puisque cette eau est l'interface, en fait, matérielle qui nous permet de nous connecter à ce champ d'information infini qui est la conscience universelle. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai bien vu ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par faire de la chimie, puis après de la physique, puis après de la biologie, puis après de la philosophie. Et donc, ça, c'est parce que je me suis intéressé au départ à l'eau. Et il ne faut pas être pressé, parce que tout ça prend du temps. Par contre, il y a des moyens d'accélérer, ça s'appelle la méditation, c'est le travail, par exemple, je pense, comme j'ai lu ton livre, je pense que le travail que tu fais avec tes élèves est accélérateur de cette chose-là. Donc on peut accélérer, mais même si on accélère, c'est quand même des choses qui demandent du temps pour fleurir. Donc il faut vraiment s'intéresser à l'eau. Alors
surtout si vous êtes médecin. Oui. Parce que, encore, s'intéresser à l'eau parce que on a un problème et qu'on est un ingénieur, par exemple, électronicien, bon, ça va être intéressant parce que grâce à l'eau informée, on va pouvoir se guérir ou aller mieux. Mais par contre, si vous êtes médecin ou votre métier, c'est d'essayer de redonner de la santé à des gens qui l'ont perdu, là, il va falloir vraiment vous intéresser à l'eau. Écoute, Et oublier toutes les visions négatives que les gens vont vous dire, ah ben non, la mémoire de l'eau, ça n'existe pas, c'est du charlatanisme, l'homéopathie, c'est n'importe quoi. Non, non, il faut étudier ça. Moi, j'ai lu les 6 éditions de l'Organon d'Hahnemann. Hein. C'est un livre génial. Il suffit simplement d'être ouvert et de lire, et après de se faire sa propre idée. Super. Ok. Voilà, super. donc intéressez-vous à l'eau, quelle que soit votre formation, quelle que soit la manière dont vous vous intéressez à l'eau, tôt ou tard, vous aurez tout le panorama qui se présentera à vos yeux. Écoute, moi j'ai envie de donner peut-être un espoir, on va le dire comme ça, et peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui les gens qui assistent au programme, notamment le programme que l'on propose sur Conversion Papillon, aujourd'hui ce sont des gens qui viennent je dirais, de tous milieux sociaux, de tous âges, qui ont, je dirais, des chemins très différents. Ça peut être des médecins, ça peut être des psys, ça peut être des coachs. C'est des gens qui veulent juste s'intéresser à leur santé aussi, tu vois. On a vraiment tous les profils. Et je dirais aujourd'hui, quelque part, l'eau, dans sa dimension qu'on a évoquée ce soir, c'est quelque chose qui réunit et qui rassemble, à mon sens. Ça ne peut que réunir, oui, puisqu'on est tous faits de ça. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est un peu le message de fin que je voulais partager. On te remercie, Marc, d'avoir voulu un plaisir. nous accorder du temps. Et puis, nous, on se retrouve pour ceux qui veulent sur les programmes qu'on propose sur Conversion Papillon, notamment le programme qui va commencer dans quelques temps. On vous incite à lire les ouvrages de Marc aussi. On répète, L'eau et la physique quantique, L'eau morphogénique, qui est le deuxième, qui est sorti. Et puis, il y a aussi tous les livrets que vous trouvez sur le site marchenry.org. Voilà. Donc, on parle de l'information, de l'homéopathie, de la musique. Donc, il y a aussi, j'ai écrit pas mal de choses. Et puis, il y a aussi, évidemment, toutes ces vidéos que je fais sur Internet. Et ça, je voudrais signaler, parce que ça peut être intéressant pour certaines personnes, l'application Wiki. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Qui est disponible sur smartphone, donc soit Android, soit iPhone, qui vous permet d'avoir 28 heures de formation à la physique quantique. Bref, un outil qu'on a dans sa poche et qui est vraiment dédié à la physique quantique. Bon, bah super. Bah écoute, on te remercie encore, vraiment. Et moi, je me suis régalé pendant 1 heure. On l'espère peut-être pour vous aussi. On dit bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez un petit peu comment l'entretien. Pour moi, c'est bonsoir. Voilà, et pour nous, c'est plutôt bonsoir. Et puis, on vous dit à très vite sur d'autres médias et puis d'autres rencontres. Voilà, à bientôt.